Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue dans le 1945 de ITV et voici le sommaire de cette édition. L'IGE n'aurait pas révélé toute la vérité sur les malversations dans l'administration sénégalaise. C'est la position du Forum civil sur les rapports de l'Inspection générale d'État rendus publics la semaine dernière. Birahim Seck et ses camarades déplorent une absence d'informations sur les grands projets de l'État financés à hauteur de plusieurs milliards de nos francs. La loi sur le péril plastique porte ses fruits après 3 mois d'application. Les services du ministère de l'Environnement disent avoir saisi au moins 62 tonnes de produits plastiques dans tout le Sénégal et les opérations se poursuivent. Pour arrondir le rendement et diversifier leur récolte, les paysans de la vallée se lancent dans la culture d'arachide irriguée. Ils ont mis en place une coopérative et comptent exploiter 300 hectares de terre. Nous irons ensuite au Soudan où le procès d'Oumar el-Béchir est ajourné au 11 août. Et puis en Égypte qui pourrait entamer une intervention en Libye et c'est Cheikh Hassan Affal qui nous y emmène dans sa page internationale. Suivront ensuite les sports avec Fodé Gassama. Le développement de tous ces titres tout de suite. L'inspection générale d'État, à son tour attaquée par le Forum civil quelques jours après la publication de ses rapports sur la bonne gouvernance, l'organe de contrôle est accusé d'avoir dissimulé des informations sur les grands projets de l'État, des projets financés à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. En gros, Birahim Seck et ses camarades estiment que l'IGE est de mèche avec les autorités. Je vous propose ce compte-rendu de Migui Maram Ndiaye lors de la conférence de presse cet après-midi du Forum civil. Des rapports de l'année 2016, 2017, 2018 et 2019 publiés en même temps. Une violation flagrante de la loi selon le Forum civil. Birahim Seck et ses camarades ont aussi décelé à leurs yeux des manquements dans les rapports. On a constaté une violation du principe de l'imputabilité par un caractère vague de certaines mentions retenues dans le rapport, alors que pour certaines structures, l'IGE donne des indications claires qui permettent d'identifier les différents acteurs qui sont à l'origine des différents errements, manquements ou fraudes. Au-delà des caractères trouvés vagues de certaines mentions, Birahim Seck souligne une absence d'informations sur les programmes phares du gouvernement. On constate plusieurs interrogations selon le coordonnateur du Forum civil. Quand on a examiné les 639 pages, cumulé les rapports 2016, 2017 et 2018, le PRACAS ne figure pas. Le PRACAS, qui est le programme phare en matière agricole du gouvernement, ne figure pas. Le PUDC, avec tous les montants qui ont été injectés, la vérification du PUDC ne figure pas. Le programme des bourses familiales ne figure pas. La couverture maladie universelle, les montants qui ont été injectés ne figurent pas. La délégation générale à la sécurité alimentaire ne figure pas. Le PRODAC ne figure pas. Des constats, dit-il, récurrents, suffisants pour que le Forum civil invite le président de la République à l'introspection. Nous invitons au président de la République, non seulement qu'on ait une loi, un cadre général sur l'éthique et la déontologie dans l'administration. L'introspection également, nous souhaitons que le président de la République accélère la réforme de la modernisation de l'État. Il n'appartient pas pour nous, aux personnes épinglées, entre guillemets, de faire une introspection. Pour nous, il appartient à la haute autorité chargée de définir la politique de la nation, de faire une introspection. Assainir le système de recrutement dans les administrations, veiller à la bonne utilisation du parc automobile, revoir le statut de la comptabilité matière,
un concours d'entrée pour les membres des corps de contrôle sont entre autres les recommandations du Forum civil. Migui Maramjaye, c'est une instruction de Macky Sall à tout son gouvernement en Conseil des ministres la semaine dernière, la déclaration de patrimoine. L'article 37 de la Constitution sénégalaise prévoit depuis 2001 la déclaration de patrimoine du président de la République. Le spécialiste du développement durable Sidi Martar Cissé recommande une révision de cet article pour éviter, selon lui, des flous juridiques dans son application. Nous l'écoutons. Il y a lieu de revoir cet article-là avant de spéculer, d'extrapoler sur cette question-là, parce que tel qu'il est, le président prend ce que la Constitution lui donne et il n'y a aucun moyen de l'obliger. Et rien n'oblige le président à faire la déclaration à un moment donné ou à un autre. Je suis élu, je peux attendre 4 ans pour faire ma déclaration de patrimoine. La Constitution ne m'oblige pas à le faire dans une telle période. Et il n'y a rien aussi qui dit que le ministre doit le faire. C'est pourquoi le ministre aussi, aucun texte ne les oblige à le faire. Non seulement on doit vérifier ce qui n'est pas demandé dans la Constitution. Par exemple, moi je peux être élu, ok, j'ai 4 voitures, je fais ma déclaration, je dis j'ai 5 voitures. Pour qu'au sortir, je puisse avoir 6 et dire j'ai acheté une voiture de plus. Ok? Donc, je peux gonfler mon patrimoine dans l'esprit que je vais pouvoir rattraper ce décalage en puisant dans les caisses. Donc, cette déclaration de patrimoine, elle est inscrite tout simplement pour apaiser les esprits des gens, pour moi. Il faut s'interroger sur pourquoi cette déclaration et pour quel résultat. Le résultat, c'est la reddition de comptes. Le résultat, c'est faire en sorte que, en fait, le politicien se réconcilie avec le peuple. D'un autre côté, le professeur de droit constitutionnel Mohamed Mouniroussi estime que la déclaration de patrimoine du président de la République doit être encadrée. Ces précisions au micro de Kessendour. Une chose est de déclarer son patrimoine. Une autre est de prouver qu'on a déclaré son patrimoine. Mais la chose, c'est de vérifier l'objectivité et ce que je dirais, la véracité des propos donnés. Qui peut nous dire que vous avez 5 maisons? Le fait de déclarer ça est une chose, mais il va falloir apporter des preuves. Deuxièmement, il va falloir mettre en place une loi qui suit toute la procédure de la déclaration de patrimoine, qui a pour but de voir ce que vous avez gagné entre-temps. Beaucoup de gens pensent même que le président réélu doit déclarer doit procéder à sa nouvelle déclaration de patrimoine. C'est comme un ministre qui vient de quitter le gouvernement à l'issue d'un remaniement et qui est reconduit. Le lendemain, il n'a pas besoin de déclarer à nouveau son patrimoine. On attend qu'il finisse, qu'il quitte complètement le gouvernement. J'aurais aimé que la loi, qui sera peut-être prise sous peu, parce que vu le débat que ça a suscité dans la société, il serait bien qu'on ait une loi qui mette en place une unité qui va vérifier l'objectivité et la vérité des déclarations, le suivi jusqu'à ce que, à la fin du ministériat ou du mandat présidentiel, qu'on puisse procéder à un contrôle pour voir ce que vous avez gagné entre-temps. Et je l'annonçais en titre, après 3 mois d'application, le ministère de l'Environnement évalue la loi sur le péril plastique. Au moins 62 tonnes de produits plastiques ont été saisies sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le marché est toujours fourni, mais les sanctions pénales demeurent contre les récalcitrants. Pape Ibrahim Mandjaye a assisté au lancement de la phase 2 de la campagne de sensibilisation sur le péril plastique. Après des jours pollués à cause de l'affaire des gazelles Oryx, le ministre de l'Environnement et du Développement durable tente de relancer son agenda. Pour y parvenir, Abdou Karim Sall mobilise son département pour donner un nouveau souffle à la loi contre le péril plastique. 3 mois après son entrée en vigueur, elle a porté ses fruits, selon lui. À ce jour, sur toute l'étendue du territoire national, 73 opérations de suivi de l'application de la loi ont été conduites pour veiller à sa bonne application et mettre un terme aux activités des contrevenants. Ces opérations ont permis de mettre la main sur des quantités importantes de produits plastiques prohibés, notamment des sachets plastiques,
des gobelets et des couverts en plastique, des pailles, etc., conformément aux dispositions de l'article 4 et 5 de la loi sur le plastique. Environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisis et stockés en lieu sûr, compte tenu des saisies opérées par les douanes. Mais le ministre le reconnaît, la loi est là et pourtant, le marché n'est pas encore ébranlé. Les plastiques continuent de polluer notre environnement. Il promet des sanctions pénales à l'encontre des récalcitrants. Je voudrais ici et maintenant porter à l'attention de tous que les opérations vont se poursuivre sans faiblesse, aucune. En plus des saisies menées jusque-là, les sanctions pénales prévues par la loi seront désormais appliquées. Les constats d'infraction seront communiqués au parquet pour que des poursuites judiciaires soient engagées à l'encontre des contrevenants afin que force reste à la loi. Abdou Karim Sall félicite les commerçants, bons élèves qui participent à la lutte contre le plastique. Il informe que le ministère va les accompagner face à cette nouvelle situation. Il me plaît de souligner que plusieurs opérateurs économiques se sont rapprochés de mon département pour présenter le projet de mise en place d'unités de fabrication de produits alternatifs. Ces initiatives sont à encourager et à soutenir. Ainsi, j'entreprendrai des démarches nécessaires auprès des structures concernées de l'État et du secteur privé pour voir dans quelle mesure nous pourrons travailler main dans la main pour accompagner ces initiatives et les démultiplier partout sur le territoire national. Faire oublier l'affaire Oryx, maintenir le cap de la loi contre le péril plastique, des défis parmi tant d'autres qui attendent Abdou Karim Sall et l'équipe du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans les jours, voire mois à venir. Merci beaucoup, Pape Ibrahima Ndiaye, pour ce compte-rendu. Les paysans de la vallée veulent se lancer dans la culture d'arachide irriguée. 300 hectares de terre seront exploités grâce notamment à une coopérative qui sera bientôt mise sur pied. Voyons tout ça avec Momar Alisnian et Aletcham, nos correspondants dans le nord du Sénégal. Cultiver de l'arachide en grande quantité par le biais de l'irrigation, c'est bien possible. Et c'est ce que veulent faire des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal qui viennent de lancer la coopérative agricole pour la culture de l'arachide dans le Waalo. Depuis un certain moment, on a entamé un projet qui est très important, qui est très vaste au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit de mettre en place un projet du nom de l'arachide irrigué, en fait coopérative agricole filière arachide irrigué. On veut tout simplement développer la culture de l'arachide dans la vallée du fleuve Sénégal, mais de l'arachide irrigué. On précise en même temps l'arachide irrigué. Cette initiative trouve l'adhésion des collectivités territoriales de la zone. J'ai constaté que vraiment les populations ont besoin de créer des organes unitaires pour développer les différentes collectivités territoriales. La commune de Diama en tant que commune pilote est une commune bien irriguée. On ne peut pas marcher 3 km sans voir de l'eau. Donc ce constat est fait, il y a de la terre favorable à la culture arachidière. Donc on a regroupé nos producteurs, on a organisé le développement, donc il reste aux gens de s'atteler à la locomotive. De leur côté, les autorités gouvernementales aussi promettent d'accompagner ce projet. L'accompagnement commence par être présent le jour de l'Assemblée générale constitutive. Donc nous avons suivi avec intérêt, pas à pas, disons, les démarches qui ont été menées pour créer justement cette coopérative. Donc, et l'accompagnement va se poursuivre à travers les différents démembrements du ministère de l'Agriculture qui vont appuyer, disons, cette coopérative-là. La phase pilote du dit projet va concerner 300 hectares de terre dans le Waalo. Les jeunes entreprennent, mais pas suffisamment dans le secteur agricole. Une autre réalité, les femmes qui s'activent de plus en plus dans la transformation de produits agricoles. Et pour harmoniser tous ces efforts, l'ADER a noué un partenariat avec l'OCP Africa et l'association sénégalaise pour la promotion du développement à la base. Moustapha Gabar Diop et Mafalfal pour les détails.
Le secteur agricole pourrait jouer un rôle majeur dans la relance post-pandémie, aussi bien au plan économique que dans la résilience des populations, notamment dans les zones rurales. C'est dans ce cadre que l'ADER a signé une convention tripartite avec l'OCP et l'ASPRODEB. Il y a un vendeur d'intrants, il y a un acheteur, et il y a un encadreur et un financeur. Et l'ADER met à disposition environ 3 milliards de francs CFA, pour être plus précis, 2,733 milliards de francs CFA, qui permettront à ces jeunes femmes et hommes entrepreneurs d'acquérir l'engrais que produit OCP, et ASPRODEB se charge d'accompagner, de distribuer et d'encadrer ces producteurs, et à la fin de la récolte, ASPRODEB récupère sous forme de produits les financements qui ont été attribués. En accompagnant les agriculteurs sur l'ensemble du territoire, cette entente doit favoriser l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, ainsi que le développement de la transformation des produits agricoles. C'est possible de développer une chaîne de valeur entre privés, mais ça dénote aussi un partenariat public-privé, parce qu'il en est. Dans cette filière arachide, cette convention ouvre aussi d'autres portes à nos producteurs, d'autres portes sur d'autres chaînes de valeur beaucoup plus importantes, qui vont appuyer davantage le secteur agricole, qui est le moteur de notre économie. Si ces producteurs ne sont pas subventionnés, s'ils n'ont pas de financement, ça veut dire qu'ils n'auront pas de revenus, ça veut dire que par rapport à cette pandémie, ils auront des difficultés à nourrir leur famille, à subvenir à leurs besoins. Et c'est tout le sens aujourd'hui. Pour les parties prenantes, cette convention devrait permettre une meilleure structuration du secteur agricole. C'est pour dire aux organisations de producteurs, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un premier pas. Derrière, avec l'ADER et avec OCP, il y a d'autres projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus structurants et qui permettront, j'en suis sûr, si nous faisons preuve de sérieux, de discipline et de rigueur, nous pourrons dans quelques années véritablement contribuer à ce que le Sénégal soit souverain en matière d'alimentation. L'agriculture est souvent considérée comme le secteur le plus faible de l'économie sénégalaise. Elle emploie près de 52% de la population, mais ne génère que 16% du PIB du fait d'une faible productivité. Il y a quelques semaines, la commune de Médina El Hadj à Kolda a subi des orages d'une extrême violence, des dégâts agricoles, des maisons complètement détruites, des familles qui se sont retrouvées sans toit. Mais la vie se reconstitue petit à petit dans cette partie du Sénégal où nous retrouvons justement Seydou Diatta. Quelques semaines après le passage de l'orage à l'origine du sinistre dans cette partie de l'extrême sud du département de Kolda, la vie reprend timidement son cours normal même si la localité porte encore les séquelles. L'élan de solidarité qui a permis d'aller de l'avant s'est d'abord illustré à l'échelle communautaire par l'accueil des sinistrés dans les concessions qui ont survécu à la catastrophe avant l'aide des autorités qui portent pour le moment la signature du président du conseil départemental de Kolda et ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le professeur Moussa Baldé. Au début de l'hivernage, il y a eu un ouragan qui s'est abattu sur 3 villages de Médina El Hadj, Lenkering, Sintian Lima et Saré Konko. Donc quand on a appris cela, évidemment, nous avons rendu compte à la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République. Et le président de la République nous a instruit qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, dans nos circonscriptions, de tout faire pour aller nous-mêmes, avec le maire et les autorités locales, et ici nous avons les députés et les hauts conseillers, venir s'enquérir de la situation et éventuellement apporter notre soutien moral et matériel. Donc chaque village a reçu une tonne de riz et une enveloppe de 1 million a été donnée aux 3 villages. J'en ai profité aussi pour leur dire que nous leur remettons un moulin. Et vous savez, le président avait décidé de donner des motoculteurs aux femmes et aux jeunes qui ont des initiatives agricoles. Et nous avons décidé, je viens d'appeler le directeur du matériel, la Solagri, puisque c'est eux qui gèrent cette zone, pour remettre un motoculteur à ces braves femmes de Saré Sankara. La catastrophe est survenue peu de temps après le début de l'hivernage.
Mais aujourd'hui, le comportement de culture dans cette contrée semble prouver la capacité de résilience et la force de se relever chez ces communautés. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural n'a pas manqué de tomber sous le charme du courage dont les habitants de cette partie de la commune de Médina El Hadj ont fait preuve. La distribution de l'aide alimentaire dans tout le Sénégal bouclée après 3 mois d'opération. Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, a fait le bilan de ces opérations. Babacar Seck. C'est entouré de toutes les parties prenantes que le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a fait le bilan de la distribution de l'aide alimentaire, de l'acquisition des denrées, en passant par le ciblage jusqu'au stockage. Tout a été passé en revue. 110 millions de kilogrammes de riz, 11 millions de kilogrammes de sucre, 11 millions de kilogrammes de pâtes alimentaires, 11 millions de litres d'huile et 19 800 000 de morceaux de savon de 300 grammes ont été distribués dans les 552 communes que compte le Sénégal. Toutes ces communes ont bouclé les opérations de distribution. Seuls quelques bénéficiaires retardataires ou intrivables sont notés ça et là dans certaines collectivités territoriales. Le ministre a justifié le choix fait par le gouvernement sur l'option de la distribution de denrées alimentaires pour soulager les populations. L'option des denrées alimentaires s'explique par l'impérieuse nécessité de protéger les ménages vulnérables contre d'éventuels aléas du marché des produits de première nécessité, de préserver aussi les moyens d'existence des populations, mais aussi et surtout de créer une véritable économie autour de plusieurs acteurs, notamment les commerçants fournisseurs, les manutentionnaires, les transporteurs, les taximans, les charretiers, les borom pousse-pousse et les facilitateurs vérificateurs qui ont pu s'assurer des revenus importants. En charge de la sécurisation et de l'escorte des produits, le colonel Diouf de la gendarmerie a précisé que toutes les denrées sont arrivées à bon port dans les 45 départements du pays. Coronavirus, le bilan du jour en 3 lignes, 4 décès, 37 nouvelles contaminations et le retour des cas importés. Tout de suite, le point du jour avec Dr Mamadou Ndiaye de la prévention. Sur 369 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,03. Les cas positifs sont répartis comme suit. 27 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré dans la région de Saint-Louis, 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye 2, Touba 2, Bambilor 1, Diamniadio 1, Mamel 1, Sicap Foire 1 et Thiès 1. 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 20 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. Et dans le reste de l'actualité, des journalistes se constituent en avocats pour défendre les intérêts des pêcheurs sénégalais. Ils ont mis en place un projet intitulé Radio, la voix du littoral. La Banque mondiale a contribué à hauteur de 28 millions de francs CFA. Boubacar Djan nous en dit plus. Le secteur de la pêche génère plus de 600 000 emplois avec une valeur commerciale de plus de 272 milliards de francs CFA. Pour sensibiliser les acteurs de la pêche et aborder certaines problématiques, Radio, la voix du littoral est créée par un groupe de journalistes. On a constaté qu'il y a un manque de communication au niveau du secteur de la pêche et qu'il y a pas mal de problèmes qui sévissent autour de ce secteur. Quand on parle de la surexploitation des ressources halieutiques, quand on parle également de l'urbanisation galopante en ce qui concerne l'environnement, quand on parle également des pratiques de pêche qui sont prohibés, c'est-à-dire des engins de pêche prohibés, des mauvaises pratiques de pêche, quand on parle de l'exploitation et de l'exploration du pétrole, qui causent beaucoup de dommages aux communautés de la pêche. Donc c'est tout autour d'une problématique qui a poussé
ces journalistes à créer ce que c'est que la Voix du littoral et qui ont été appuyés par la Banque mondiale. 17 millions de francs CFA ont servi à financer la première phase du projet. C'est à hauteur de 17 millions qu'on nous avait financé pour la première phase. On a eu à réaliser 21 émissions au niveau de la RSI Radio Sénégal International, mais aussi 35 émissions au niveau des radios communautaires. Parce qu'on s'était dit, c'est bien vrai de faire des émissions au niveau de la RSI Radio Sénégal International, mais comme nos cibles sont au niveau des zones côtières, est-ce qu'il ne fallait pas étendre au niveau de ces zones communautaires pour que ces gens qui ont raté l'émission se rattrapent, mais au niveau de leur zone, ils se sentiront locaux, ils se sentiront vraiment concernés. La seconde phase du projet, financée à hauteur de 11 millions de francs CFA par la Banque mondiale, une deuxième phase qui verra l'implication des communautés de pêcheurs afin d'apporter des solutions à leurs problèmes. Je le disais tout à l'heure au Soudan, le procès d'Omar el-Béchir reporté au 11 août. En Égypte, l'on évalue la possibilité d'une intervention en Libye. Et il y a aussi la France qui a reçu 40 milliards d'euros pour le plan de relance de l'Union européenne. Tour d'horizon de toutes ces actualités internationales avec Cheikh Hassan Affal. L'heure du jugement a sonné au Soudan. Le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir s'est ouvert ce mardi 21 juillet à Khartoum. Le dictateur déchu est jugé pour son coup d'État perpétré en 1989 contre le gouvernement démocratique du Premier ministre Sader el-Mahdi. Destitué en 2019, el-Béchir, âgé aujourd'hui de 76 ans, encourt la peine de mort. La première audience n'a duré qu'une heure car la salle n'a pu accueillir tous les protagonistes. La cour spéciale formée de 3 juges a fixé au 11 août la prochaine audience. Le Parlement égyptien a donné son feu vert à un éventuel déploiement de troupes au-delà de ses frontières après que le président Abdel Fattah al-Sisi ait parlé d'éventuelles opérations militaires en Libye voisine. Les législateurs ont approuvé à l'unanimité le déploiement de membres des forces armées égyptiennes dans des missions de combat en dehors des frontières de l'Égypte pour défendre la sécurité nationale égyptienne contre les milices armées, criminelles et les éléments terroristes étrangers, a déclaré le Parlement dans un communiqué. Le vote a eu lieu lors d'une séance à huis clos où les députés ont discuté des menaces auxquelles l'État est confronté depuis l'Ouest où l'Égypte partage une frontière désertique poreuse avec la Libye déchirée par la guerre. La France pourra disposer de 40 milliards d'euros de subventions dans le cadre du plan de relance européen signé ce mardi 21 juillet par les 27 membres de l'Union européenne, a indiqué le ministre de l'économie français Benoît Le Maire. Sur les 750 milliards d'euros mobilisés au niveau européen, dont 390 milliards d'euros de subventions sont alloués aux États les plus frappés par la pandémie. Ce plan de relance qui sera présenté dans le détail lors du Conseil des ministres de rentrée le 24 août comprend notamment une enveloppe de 40 milliards d'euros pour le développement de l'industrie et 20 milliards pour la transition écologique. Merci à Cheikh Hassan Affal qui cède de sa place à Fodé Gassama pour les actualités des sports de ce mardi 21 juillet 2020. Ballon d'Or. France Football a décidé de ne pas décerner cette année le trophée individuel le plus prestigieux du monde. Pour la première fois depuis sa création en 1956, le Ballon d'Or France Football s'effacera cette année en raison de la pandémie du coronavirus. Un scénario qui ne fait pas l'affaire de certains joueurs qui sont en forme pendant cette saison-là. Le tournoi de Washington, qui devait marquer la reprise du circuit masculin de tennis le 13 août prochain, a été annulé en raison de l'ampleur de la pandémie du coronavirus aux États-Unis, ce qui met en péril la tenue de l'US Open.
Sans surprise, le Tour cycliste d'Algérie 2020, prévu du 4 au 10 juillet entre Alger et Oran, a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé la fédération algérienne. Le champion italien de cyclisme handisport, Alex Zanardi, très gravement blessé il y a un mois, a été transféré dans un centre de rééducation, a annoncé mardi l'hôpital de Sienne, où il était traité depuis son accident. Merci beaucoup Fodé Gassama et c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal et bonne suite des programmes sur ITV. Bonsoir.